Voici notre troisième vidéo qui traite du pouvoir méthanogène et de la ration qui alimente le méthaniseur. Comme cette diapositive le montre, on fait généralement rentrer dans un méthaniseur agricole des déjections animales, du fumier, des céréales déclassées, du foin, de la paille, des déchets de l'industrie agroalimentaire, mais pas par contre de déchets de collectivité, puisque les plastiques n'étant pas digérés, on ne pourrait pas se permettre ensuite d'épandre dans les champs le digestat. Cependant, ce genre de déchets peut également être méthanisé, mais pas dans le cadre de méthaniseurs agricoles. Alors, tous les types d'intrants n'ont pas le même pouvoir à produire du méthane. Vous voyez sur ce graphique en ordonnée le pouvoir méthanogène des intrants en fonction, en abscisse, ici, des différents intrants classés par grands groupes de déchets qui sont susceptibles d'être méthanisables. Alors, le pouvoir méthanogène est exprimé en mètres cubes de méthane. Il faut bien comprendre que le méthane est un gaz, et donc quand on parle de mètres cubes de méthane, en fait, ici, on parle de méthane dans les conditions normales de température et de pression, donc à pression atmosphérique et 0 degrés Celsius. Donc, mètres cubes de méthane produit par tonne de matière brute. Donc, par tonne de fumier brut. Qu'est-ce qu'on appelle du fumier brut? C'est le fumier, l'eau y compris. Et donc, parfois, on parle de pouvoir méthanogène par tonne de matière sèche. Donc, il faut faire attention de ne pas confondre les deux valeurs lorsqu'on traite de la méthanisation. On peut remarquer que les déjections animales, finalement, sont des intrants qui sont assez peu méthanogènes. Effectivement, la matière facilement dégradable a été déjà dégradée dans la digestion par les bêtes, et donc finalement c'est surtout la paille dans le fumier qui constitue le pouvoir méthanogène. Par contre, ce type d'intrant est très important puisqu'il apporte les bactéries nécessaires pour ensuite que le processus de méthanisation puisse avoir lieu. Les résidus de culture, les cultures intermédiaires ou les cultures déclassées peuvent être de très bons apports puisque les pouvoirs méthanogènes sont bien plus importants. Les déchets de l'industrie agroalimentaire également. Et dans les déchets des collectivités, on peut noter que les tontes de pelouse sont relativement méthanogènes. Alors la liste précédente n'est pas exhaustive, donc il y a tout un tas d'autres produits qu'on peut imaginer faire passer dans les méthaniseurs. Je passe. La constitution de la ration doit être étudiée de manière à ce que la ration soit, c'est-à-dire le mélange qui rentre dans le méthaniseur, soit suffisamment méthanogène pour que l'installation soit rentable. Il faut qu'elle soit suffisamment humide pour permettre un développement bactérien correct, et il faut qu'elle soit suffisamment bien ensemencée en bactéries par exemple du fumier, du lisier ou la recirculation d'un petit peu de digestat liquide. Prenons un exemple de ration. Une ration simplifiée avec par exemple 71% de lisier, 21% de culture dérobée à vocation énergétique et 8% de coproduits, peut-être d'autres produits, des déchets de l'industrie agroalimentaire. Eh bien, il est tout à fait possible de se retrouver à avoir des proportions très différentes quand on regarde qui est responsable de la production du biogaz. Effectivement, le lisier qui contient beaucoup d'eau n'est finalement pas très méthanogène, et les 71% en volume de lisier, ou en masse plutôt de lisier introduit, dans ce cas-là ne représente que 19% du gaz produit, alors que 31% du gaz produit provient des 8% des déchets de l'industrie agroalimentaire, et les 50%, la moitié du gaz produit, vient des cultures dérobées qui sont bien plus méthanogènes que le lisier. Cependant, le lisier apporte du liquide, permet donc au mélange d'être suffisamment onctueux, et dans le cas de l'infiniment mélangé, permet d'avoir un taux de matière sèche compatible avec la technologie. Chose importante, lorsqu'on raisonne sur la ration, il faut penser qu'un méthaniseur, la plupart du temps, s'alimente toute l'année. Les techniques
techniques appelées en continu, sont des techniques qui sont destinées à ne pas s'arrêter. Et donc il est important d'anticiper les moments où on risque de manquer de certains intrants. Donc par exemple sur ce graphique qui correspond à l'étude de faisabilité de notre projet, cette courbe noire, celle du haut, représente l'approvisionnement en fumier des taurillons. Alors nous engraissons des taurillons pendant toute l'année scolaire, mais par contre ils sont revendus fin mai, fin mai début juin, un petit peu avant. Et donc pendant l'été, il n'y a pas de fumier de taurillon. Donc il faut penser, anticiper cela de manière à remplacer dans le méthaniseur le fumier de taurillon par des cultures intermédiaires, qui auront été récoltées préalablement à cet effet, ou des tontes de pelouse. Il faut donc prévoir le diagramme cumulé des apports tout au long de l'année et éviter de faire des changements de ration trop brusques, parce que si on change trop violemment la composition de la ration journalière, c'est-à-dire ce qu'on fait rentrer tous les jours dans le méthaniseur, la biologie, les équilibres biologiques n'ont plus à ce moment-là le temps de se reconstituer correctement, et la biologie de la méthanisation fonctionne mal. Donc on a un méthaniseur qui fonctionne moins bien. Il faut donc lisser les changements de ration sur 3 semaines à 1 mois, de manière à laisser le temps aux bactéries de s'adapter à la ration. La prochaine vidéo traitera des différents procédés de méthanisation. Merci.